Cette séance d'inauguration sur les questions de réparation et d'augmentation. Je voudrais quand même dire que si je me suis intéressé au Google Glass, je ne l'ai pas fait du point de vue technique, mon domaine c'est l'intelligence artificielle, mais plutôt du point de vue philosophique, parce que le promoteur des Google Glass, je vais le mentionner tout à l'heure, Steve Mann, spécialiste d'informatique et d'éthique vestimentaire, avait introduit un concept que je trouvais très riche, qui était celui de sous-veillance. Ça m'a permis de regarder un petit peu ces choses-là. De même, sur la robotique médicale, je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que j'ai été conduit ces dernières années à aborder les questions d'éthique. Oui, donc, je disais que du point de vue de la robotique médicale, je ne suis pas du tout un spécialiste de robotique médicale, mais il se trouve que ces dernières années, j'ai été impliqué dans des réflexions sur l'éthique des technologies d'information. D'abord parce que je m'étais intéressé à ça, du point de vue alors là, de l'intelligence artificielle, j'essaie de modéliser le raisonnement éthique, mais aussi parce que ça m'a conduit à être nommé dans le comité d'éthique du CNRS et puis dans la nouvelle CERNA, commission pour la réflexion sur l'éthique des recherches dans les sciences du numérique d'Alisten. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de sortir un rapport sur les questions d'éthique de la robotique. Il y a un petit groupe de travail avec le pilote Rajesh Attila, que certainement plusieurs d'entre vous connaissent, et puis donc Max Dauchet, qui est le président de la CERNA, et puis donc Laurence de Villers, Alessi Grunbaum et moi-même. Et dans ce cadre-là, j'ai un peu regardé les questions de robotique médicale, et je me suis dit que justement, pour aborder cette distinction entre la réparation et l'augmentation, il serait peut-être bon de partir un tout petit peu des conclusions qui ont été les nôtres sur la robotique médicale. Donc c'est un peu en avant-première, parce que le rapport n'est pas encore sorti, mais de façon très très synthétique, qu'est-ce qui nous a paru important juste sur la robotique médicale? Et donc, il y a plusieurs choses. Donc d'abord, quelque chose qui, alors vous allez me dire, c'est pas une augmentation. Oui, mais c'est quand même, ça participe de la réparation. Le chirurgien, il se trouve que mon père était chirurgien. On répare. Et il y a des robots qui aident à la réparation. Ça ne veut pas dire quand même, vont équiper le patient, mais ils vont équiper le chirurgien. Alors, c'est la robotique minimale, parce que c'est surtout de la téléopération. Vous voyez ici, le chirurgien est à distance du champ opératoire et il va commander un certain nombre d'actions. A priori, rien d'automatique. Je dis bien a priori car il y a des micro-automatismes qui sont importants, par exemple des opérations comme la suture, qui sont extrêmement simples, qui sont la couture, où certaines hémostases, etc., peuvent être faites partiellement de façon automatique, surtout la supervision du chirurgien, mais partiellement de façon automatique. Donc, premier aspect, alors, c'est pas très révolutionnaire, mais c'est quand même important. Il y a des enjeux importants, il y a des irrévélations. Deuxième chose, les organes artificiels, ce dont on a parlé ici, alors il y en a énormément de prothèses. Alors malheureusement, Xavier ici le sait, on attend de prothèses, c'est quelque chose d'ancien. Je reviendrai là-dessus, sur l'ancienneté et la nouveauté. Donc, membres bioniques, prothèse neurale, ce qu'on a évoqué tout de suite. Et puis, on peut aller, bien sûr, donc ici, des petits exemples, perception artificielle, avec des rétines ou des implants cochléaires qu'on peut introduire. Et puis, sur cœur artificiel et autres organes artificiels. Il faut savoir qu'en France, on a une équipe extrêmement célèbre et pointue. On a transplanté il y a un certain nombre de mois un premier cœur artificiel. Le patient est décédé un certain nombre de... Enfin, je veux dire, le patient était en assez mauvais état d'après ce que j'ai compris, donc on n'est pas certain que son décès soit lié à la prothèse. Il y a eu une deuxième, comme je l'ai tout à fait, une deuxième prothèse qui a été implantée il y a quelques semaines. Et bon, alors il faut savoir que ces prothèses ne sont pas simplement des pompes.
C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de régulations. Et il faut savoir aussi, et je crois que c'est important, que l'organe greffé lui-même, souvent, ne comporte pas toutes les fonctionnalités de l'organe initial. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régulations qui ne se font plus sur l'organe greffé. C'est-à-dire que, par exemple, un rein qui sera greffé ne se comporte pas de la même façon que le rein initial. Et donc l'espoir, bien sûr, c'est qu'on puisse rajouter à l'intérieur de ces organes artificiels un certain nombre de régulations. Ce sont des questions ouvertes, bien sûr, mais qui sont, moi, je trouve, tout à fait enthousiasmantes. Alors, on va poursuivre, parce que, donc, autre chose, sur la réparation, il y a un certain nombre de stimulateurs. Est-ce que c'est de la réparation ou pas par exemple, ici, le stimulateur cardiaque, ça répare, mais enfin, ça permet quand même de continuer à vivre. Il y a quand même énormément de gens qui ont des stimulateurs cardiaques. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Le nombre de centaines de milliers de gens, rien qu'en France, qui sont équipés d'un stimulateur cardiaque est important. On parle de stimulateurs cérébraux, avec la stimulation cérébrale profonde, pour certaines indications très très particulières. Alors là, bien sûr, ça ne soigne pas, ça ne guérit pas, mais ça correspond à un traitement symptomatique de certains types, par exemple, de Parkinson ou d'autres maladies. Donc, tout ça, c'est de l'ordre de la réparation. On reviendra un tout petit peu là-dessus. Alors, à l'augmentation, alors là, bien sûr, on a toutes sortes d'augmentations. Alors, j'ai essayé de serrer un tout petit peu le type d'augmentation. La première, la plus évidente, celle à laquelle on pense, c'est l'augmentation physique, avec les exosquelettes, qui a été mentionné tout à l'heure. Alors, à moitié de la réalité, à moitié de la science-fiction, bien sûr. Donc là, c'est notre exosquelette qui vient d'Avatar, qui est un corps gigantesque. Et puis ici, ce sont des études qui sont faites à la DARPA sur un prolongement qui permet aux soldats de poursuivre plus longtemps son activité. Alors, on ne se limite pas avec les organes ajoutés, enfin avec ce type d'augmentation physique, on ne se limite pas à cela. On peut avoir des augmentations de la perception. Et là, donc, je vais donc évoquer, on a parlé tout à l'heure, les Google Glass, plus exactement l'ancêtre des Google Glass, ce sont ces ordinateurs vestimentaires qui équipent les individus avec des lunettes supplémentaires qui permettent d'enregistrer tout le champ de vision et éventuellement de partager le champ de vision avec d'autres types d'équipements. Et puis j'ai rajouté là-dessus des choses qui sont très étonnantes, on a beaucoup parlé de ça il y a quelques années, qui sont les interfaces cerveau-ordinateur qui permettent, par la pensée, alors est-ce que c'est la pensée, en tout cas, qui permettent éventuellement d'échanger un tout petit peu avec des machines. C'est une forme d'augmentation. On peut le penser comme ça. Alors, jusqu'où ça va Alors, on peut dire, dans certains cas, alors c'est pas seulement une augmentation, c'est-à-dire que si on a un emmuré vivant, il peut communiquer grâce à ce genre de choses. Jusqu'à quel point ces choses-là sont vraiment utiles médicalement, c'est une question ouverte. On pourra avoir un débat là-dessus. Il me semble que ça correspond, ça sont des cas très, très particuliers et très limités. En revanche, ça a fasciné beaucoup de gens et on dit qu'un certain nombre d'interfaces homme-machine pourraient être construits sur ce modèle-là, et donc que quelqu'un, par exemple, dans son cockpit, un pilote pourrait commander en plus de toutes les commandes, il pourrait aussi commander par son cerveau. Je laisse la question ouverte parce que je ne suis pas certain que les résultats soient tout à fait probants. Et puis on peut continuer, augmentation des expériences, le fait qu'on puisse agir à distance, avec toute la téléopération. On est dans la suite de ce que j'ai montré sur la robotique chirurgicale, bien sûr. On peut bien sûr aller dans une centrale nucléaire, aller dans un volcan, et puis agir, aller dans le fond des mers et agir. C'est tout à fait une augmentation.
Et puis enfin, hein, donc dernière chose, hein, surveillance et prévention. Alors là, bien sûr, est-ce que c'est encore de la guérison ou de l'augmentation, hein? Il est vrai que si on est dans un service hospitalier, qu'on peut avoir un système de surveillance qui suit en permanence l'activité cardiaque, ça peut rendre de grands services, mais aujourd'hui on va plus loin, hein, et avec des dispositifs hein, toujours d'informatique vestimentaire, il y a ces petites montres hein, que l'on vante, dont on dit qu'elles vont enregistrer en permanence toute l'activité physique. Donc on nous raconte hein, que on va vous enregistrer. Moi je vous donne la publicité là. Je crois à ça qui devrait faire l'objet de débat, bien sûr, la température, hein, le pouls, hein, la pression artérielle, plus la localisation, le mouvement, et à partir de ça, on intègre tout ça. Voilà. Et puis on peut aller, bien sûr, hein, toujours, hein, augmentation de la mémoire, hein, avec ces dispositifs hein, de perception hein, qui permettent en continu de vous enregistrer votre flux de vécu hein, dans des archives individuelles. Donc tout ça, je pense, correspond un peu à un paysage hein, assez large, bien sûr, hein, de l'augmentation et de la réparation. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de questionner un tout petit peu c'est à la fois ces oppositions, ces choses-là, et d'en voir les limites. Alors, première chose, hein, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que la technologie qui permet la réparation et l'augmentation viennent d'arriver? Est-ce que c'est lié directement à l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est plus ancien? Là, bon, je suis désolé, hein, j'ai pris quelques exemples, mais il me semble que hein, l'idée de réparation, l'idée de prothèse est très ancienne. J'ai pris trois exemples hein, qui sont assez vieux. Hein. Le premier, donc, est une mosaïque hein, qui date assez ancien quand même. Hein. Et vous voyez que ici, vous avez un arquebusier, enfin, c'est pas un arquebusier, c'est un arc hein, avec un guerrier qui a une jambe de bois. Les prothèses, elles sont moins perfectionnées, bien sûr, hein, que celles dont on a parlé tout à l'heure, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le principe lui-même hein, de la guérison, hein, c'est-à-dire avec un organe artificiel, c'est quelque chose de très très ancien. Alors ici, j'ai mis un dentier. Alors, je ne sais pas de quelle époque il est, hein, mais je crois que c'est quand même relativement ancien. Et puis ici, alors ça, j'ai trouvé que c'était très drôle, ce sont les lunettes. Hein, vous voyez que vous avez sur un porche d'église un prêtre qui a des lunettes, qui montrent que, alors évidemment, c'était certainement moins courant qu'aujourd'hui, et moins bien fait. Mais en même temps, on pouvait se dire que le nombre de gens presbytes était plus faible, puisque les gens vivaient moins longtemps. Donc ça, c'est l'ancienneté de la réparation. Alors maintenant, est-ce que l'augmentation elle-même est quelque chose de nouveau? Et là encore, hein, je crois que pas tout à fait. C'est quelque chose d'assez ancien. Donc ici, hein, un bouclier hein, c'est une forme d'augmentation. La lance aussi, d'ailleurs. Ce sont des formes d'augmentation. Alors ici, hein, un scaphandre, là c'est typique hein, c'est-à-dire qu'on veut aller dans des espaces qui auraient été hostiles sinon, en particulier, hein, on voudrait aller hein, dans le fond de la mer. Alors certes, hein, c'est pas le fond des océans, hein, mais enfin ça permettait déjà d'aller à 20 ou 30 mètres hein, au fond de l'eau, ce qui était tout à fait exceptionnel à l'époque. Et puis, toujours augmentation de la perception là, le télescope, la lunette de Galilée, qui a permis d'aller plus loin dans l'exploration hein, de l'espace. Alors maintenant, donc, on a vu que ce ne sont pas des choses nouvelles, hein, ce qui est intéressant, c'est d'opposer hein, la réparation à l'augmentation, se demander est-ce qu'il y a continuité ou pas. Et c'est là où c'est intéressant parce que j'ai repris le même exemple, mais bon, c'était celui qui avait été mentionné, celui de Pistorius. Alors, bon, en plus, il est marquant, hein, celui-là. Mais il se trouve que j'ai eu un deuxième exemple qui a été cité il y a très peu de temps dans un article de journal qui m'a semblé être tout à fait approprié pour nourrir notre réflexion sur l'opposition, la continuité de la réparation et de l'augmentation. Et celui-là, c'est celui de cette jeune femme qui s'appelle Danielle Bradshaw. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais il se trouve qu'elle est agénésique d'une certaine façon, puisqu'elle a un pied en moins, qu'on lui a greffé une prothèse analogue à celle d'Oscar Pistorius, et
qu'elle rêve de courir aux Jeux paralympiques et de devenir une championne. Mais le problème, c'est qu'elle n'a qu'une seule prothèse. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Et bien, ce qu'elle voudrait ici, c'est... donc, elle se fait photographier avec Pistorius, c'est son héros. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on lui coupe la deuxième jambe et qu'on lui greffe. C'est terrifiant, bon, je ris, mais c'est quelque chose. Et donc, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle demande, hein, c'est arriver à être comme Pistorius. Il me semble que là, je crois qu'on a bien la frontière entre les deux, parce que le premier, on peut dire que c'est une forme de réparation, même si la question se discute. Hein, mais en tout cas, il me semble que c'était légitime. Même si on peut dire, ce sont les parents qui l'ont fait, on n'a pas demandé de droit d'enfant, mais enfin, on n'a pas demandé non plus à naître. Hein, ce sont nos parents qui sont pour ça, on ne se plaint pas trop de ça. Mais là, c'est beaucoup plus délicat, parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on lui coupe quelque chose qui, a priori, fonctionne pour quelque chose d'autre, dont on sait que ça peut mieux marcher dans certains cas, mais peut-être moins dans d'autres. Hein. Donc c'est une question qui je crois est très très intéressante. Alors pour ça, moi il m'a semblé qu'il y avait un critère qui peut-être demanderait à être discuté, qui distingue ce qui serait légitime dans l'augmentation et ce qui ne serait pas légitime dans l'augmentation. Et un critère qui ne se pose pas lors de la réparation. C'est celui de la réversibilité. Pour réparer, on ne se demande pas si c'est réversible, parce que de toute façon, la chose étant par là, étant déficiente, il y a un gain. Et il y a des évaluations pour mesurer ce gain. En revanche, pour l'augmentation, qu'est-ce qui est légitime? Moi, alors, c'est discutable, bien sûr, hein, mais je crois en tout cas que c'est un critère, il me semble. En tout cas, que je vous livre et dont j'aimerais peut-être que nous puissions discuter. Et là, bien sûr, quel est le problème? C'est que si on lui coupe une jambe pour lui mettre une prothèse, ça n'est pas réversible. En revanche, la crise dont on parlait tout à l'heure, qui change une de ses prothèses pour une autre prothèse, qui change ses ressorts de carbone pour courir contre des jambes de bois, ça ne pose pas de problème. Parce que là, on peut remettre. Alors, tout ça, bien sûr, ce sont des questions qui se posent sur l'augmentation de l'individu. Mais, bien sûr, on peut passer d'une augmentation de l'individu, et ce sera la troisième partie de mon exposé, à ce que les gens appellent l'augmentation de l'espèce. Et bien sûr, si on regarde ce graphique, qui connu tout le monde, c'est l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Et vous voyez, de 1740, c'est assez vieux parce qu'on n'a pas beaucoup elle est à peu près de 25-26 ans. Et ça augmente continuellement. C'est quand même assez impressionnant. Alors, bien sûr, vous avez des périodes en France, c'est en France. On a mis hommes et femmes confondus. Les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Mais enfin, même les hommes, ils courent à peu près parallèles. Et on arrive là, en 2000, à plus de 80 ans. Et ça continue d'ailleurs, les derniers chiffres, ça continue à augmenter régulièrement. Alors à partir de ça, bien sûr, il y a un certain nombre de gens qui disent qu'on peut passer de cette augmentation à une forme d'éternité numérique, avec ce que les spécialistes de la singularité technologique appellent le téléchargement de la conscience. Alors je voudrais quand même très, très brièvement résumer ce à quoi ça correspond. L'idée, c'est qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de Moore, selon laquelle l'évolution technologique se fait de façon exponentielle. Plus exactement, l'évolution de la rapidité, de la puissance, de la capacité de stockage d'informations des processeurs, soit introduite par le directeur de la société Intel, Moore, en 1965, et qui ne se dément pas depuis, encore que aujourd'hui,
beaucoup de gens disent qu'on arrive un peu à la fin de ce genre de choses. Mais à partir de ça, un certain nombre de gens disent oui, mais tout ça, c'est donc ça c'est la puissance de calcul, donc analysée. Mais à partir de ça, il y a des gens qui disent mais ça c'est une loi générale, et c'est une loi exponentielle qui est liée à l'évolution de la technologie. Alors, on ne le voit pas bien ici, mais il donne toutes les technologies. Alors je ne sais pas comment il les mesure. Et puis ensuite, on va jusqu'à l'évolution des espèces. Et alors l'idée, c'est qu'ensuite, on va avoir un moment comme c'est exponentiel, on va avoir une espèce de rupture, et à ce moment-là, on va avoir des machines qui seront plus intelligentes que l'homme. Autrement dit, on est parti tout au début de la vie très, très élémentaire, des eucaryotes, les reptiles, les mammifères, les primates, et puis ça va de plus en plus vite, de façon exponentielle. On arrive aux ordinateurs, et à un moment donné, on va avoir des machines qui seront plus puissantes que nous, et donc selon un certain nombre de ces tenants de la singularité technologique, ces machines vont prendre le pouvoir. Alors pour conclure, je voudrais citer, parce que ça nous regarde directement, l'appel lancé par Stephen Hawking, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, Hawking en mai 2014, donc vous vous souvenez peut-être, dans les journaux aux États-Unis, il a fait signer un appel avec un certain nombre de scientifiques, de prix Nobel et un spécialiste d'intelligence artificielle, qui d'ailleurs à l'époque était dans mon laboratoire, Stewart Russell, pour dire il faut ici que nous prenions l'intelligence artificielle et les risques de l'intelligence artificielle extrêmement au sérieux. Je cite en anglais, il dit, indépendamment donc des impacts de court terme qui dépendent de ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle, il pense bien sûr à des sociétés comme Google, etc. Il dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des impacts à long terme qui ne peuvent pas du tout être contrôlés. Alors je crois que c'est intéressant de réfléchir à ce genre de choses et de se demander d'ailleurs si c'est pertinent, jusqu'à quel point. Est-ce qu'il y a une irréversibilité de la technologie qui fait qu'elle devient absolument incontrôlable? Et là, bien sûr, on peut revenir sur la question que j'avais posée, c'est la réversibilité. Jusqu'à quel point, bien sûr, la technologie est irréversible. Et est-ce qu'il est légitime d'avoir une technologie qui deviendrait irréversible? Et puis je voudrais conclure tout ça, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça va nous offrir un certain nombre d'occasions d'échange, mais je voudrais conclure ici par ce que je pense de tout ça, ce que vous allez me demander. Mais ce que je pense, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle, en logique, une autocontradiction performative. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme est un peu compliqué, mais ça veut dire tout simplement qu'en énonçant les choses, on rentre dans une contradiction. Pourquoi? Parce que soit la technologie est déterministe, c'est-à-dire soit nous n'avons aucun contrôle sur la technologie parce qu'il y a des lois de la technologie qui agissent par-devers nous. C'est ce que disent les tenants de la singularité. Ils disent ça évolue tout seul et c'est exponentiel. Et à ce moment, de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, à ce moment-là, Hawking n'a absolument aucune utilité. Soit la technologie n'est pas prédéterminée, auquel cas, effectivement, toutes les possibilités sont ouvertes, et donc il n'y a pas de point de rupture qui fait qu'après, elle se deviendrait incontrôlable. Voilà.